Le 17 février 1943, 14h12, rue du Faubourg du Temple. 10e arrondissement de Paris occupé, sous un ciel de plomb qui écrase la ville comme un point de fer. La pluie verglaçante fouette les trottoirs irréguliers, transformant les pavés en pièges luisants, où chaque semelle de cuir clouté glisse avec une traîtrise mortelle, et l'air porte l'odeur âcre du charbon mouillé et des gaz d'échappement des camions Opel Blitz qui grondent au loin, leurs moteurs vibrant à travers les os des passants emmitouflés dans des manteaux rapiécés. Tu sens le froid s'infiltrer par les cols relevés, un froid qui mord les joues comme des crocs invisibles. Et au milieu de cette misère hivernale, la cabine téléphonique, isolée près de l'ancienne boucherie au volet clos, se dresse comme un confessionnal maudit. Sa vitre embuée par des souffles anonymes, son combiné noir pendant mollement sur son fil torsadé, encore tiède du dernier appel. Sergent Alois Becker, Feldgendarmerie, 32 ans, cicatrice barrant sa joue gauche, souvenir de Stalingrad, où le froid avait rongé ses doigts jusqu'à l'os, s'arrête net devant la cabine, son souffle formant des nuages blancs qui se dissolvent dans l'humidité ambiante. Ses bottes, alourdies par la boue de la Seine charriée par la pluie, pèsent comme des enclumes à chaque pas, et il porte sous son bras gauche le dossier cartonné gorgé d'humidité, pages collées par l'eau qui suinte des coins. Becker n'est pas un héros de propagande, juste un Bavarois usé par les nuits sans sommeil, hanté par les hurlements des Russes dans la steppe. Et ce jour-là, son instinct de chasseur, aiguisé par des mois à traquer les résistants dans les ruelles puantes, le pousse à scruter la cabine pour la 10e fois en une semaine. Les appels répétés, toujours du même lieu, signalés par l'opératrice du central, une veuve réticente nommée Madame Duval qui murmure ses soupçons entre deux quintes de tout, ont allumé en lui une braise de suspicion. Qui diable appelle 3 fois par jour, à heure fixe, depuis cette boîte de verre exposée aux patrouilles de la Feldgendarmerie? Le combiné est encore humide, empreinte digitale fraîche sur le cadran, odeur de tabac caporal bon marché flottant dans l'air confiné, et Becker sent son pouls s'accélérer. Un battement sourd dans ses tempes comme le tambour d'une exécution imminente. Il referme la porte vitrée d'un geste lourd, le châssis grinçant sur ses gonds rouillés, et compose le numéro du central, ses doigts engourdis par le froid glissant sur les trous du cadran, chaque clic résonnant comme un verrou qui se ferme. Duval? C'est Becker encore. Ligne 4712. Combien cette semaine? La voix éraillée de la femme craque dans l'écouteur. 17 appels sortants, sergent. Toujours vers des numéros non répertoriés, voix masculine, accent slave masqué, et il raccroche vite, comme s'il craignait les écoutes. Becker raccroche violemment, le combiné claquant contre son support, et dehors, la pluie redouble, martelant le toit de tôle comme des balles de mitrailleuse, tandis qu'il note dans son calepin détrempé « Même cabine, même heure approximative, réseau possible ». Son esprit bouillonne, image de partisans soviétiques infiltrés, ces ombres du NKVD parachutés depuis l'Est, avec leurs codes chuchotés et leurs colts cachés dans les doublures, se superposant aux ruelles sombres de Paris, ville fantôme sous la botte allemande où chaque ombre pourrait cacher un fusil Sten assemblé dans une cave humide. La nuit tombe vite, ce 17 février, à 17h43 précisément, quand Becker, renforcé par une petite unité de 4 hommes, le caporal Heinz Müller, un hambourgeois trapu aux yeux porcins, le Gefreiter Karl Voss, gamin de 19 ans tremblant sous son Stahlhelm trop grand, et 2 Alsaciens incorporés à contre-cœur, les frères Lange, sentant encore l'alcool de leur verre secret, s'embusquent dans l'ombre d'un porche adjacent, leurs MP40 graissés pendus à l'épaule, chargeurs lourds tirant sur les bretelles comme des poids morts. L'air est saturé d'une puanteur de choux pourris, des poubelles renversées et de fouelles brûlées des rationnements, et le froid s'insinue sous les fels gros trempés, faisant claquer les dents des hommes dans un rythme saccadé.
Tu sens ton cœur marteler ta poitrine. Chaque battement un rappel que la mort rôde dans ces rues où les traîtres pullulent comme les rats. Et Becker, accroupi, souffle sur ses mains pour les réchauffer, imaginant déjà le réseau soviétique. Un opérateur radio dans une mansarde proche, transmettant position de Batrice Flak ou convoi de munitions vers Moscou via ses appels codés. Chaque mot, un fil tendu vers la revanche stalinienne. À 18h22, la silhouette émerge de la brume pluvieuse. Un homme maigre, manteau râpé, chapeau mou enfoncé sur un crâne rasé, démarche chaloupée d'un docker des quais. Il hésite, jette un regard aux fenêtres noires des immeubles lézardés par les bombes alliées sporadiques, puis entre dans la cabine, refermant la porte d'un coup de hanche qui fait trembler la vitre. Becker retient son souffle, l'air brûlant dans ses poumons comme de la poudre sèche, et observe. L'homme compose fébrilement, son index tremblant sur le cadran, murmure dans le combiné d'une voix basse, saccadée. Ours, position 14. 3 camions. Rendez-vous minuit. Mot slavophone, déformé par un français approximatif. Puis raccroche net, ressort, s'évanouit dans la ruelle adjacente où l'odeur d'urine et de vinasse imprègne les murs suintants. C'est lui, grogne Becker, sa voix rauque et raflée par la fièvre naissante, et le petit groupe se déploie comme une araignée, bottes glissant sur le pavé mouillé, MP40 prête, le métal froid mordant les paumes moites d'adrénaline. La poursuite s'étire en un supplice interminable, chaque pas un craquement traître dans les flaques, cœur cognant à se rompre tandis que l'ombre de l'homme danse devant, se faufilant entre des piles de décombres issus d'un raid RAF de la semaine précédente. Béton pulvérisé, ferraille tordue, exhalant une odeur métallique de sang séché. Voss trébuche, jure étouffé, son stalelme heurtant un mur avec un clang métallique étouffé par la pluie, et Becker le rattrape d'une main de fer. « Ferme-la, idiot, ou on est morts tous !» À 18h47, l'homme s'engouffre dans un immeuble délabré, au 23 rue des Vignoles, porte cochère grinçante sur gonds graissés de suie, et disparaît dans l'escalier sombre où l'odeur de moisi et de corps non lavés monte comme un miasme palpable. Les frères Lange couvrent l'entrée, leur Moser Car 98K armé, canon fumant encore de l'entraînement matinal, tandis que Becker et Müller pénètrent, lampe torche projetant des faisceaux tremblants sur des murs tapissés de papier peint cloqué, marche craquant sous leurs 90 kilos d'équipement. Bidons d'essence, grenades à manche, chargeurs de rechange alourdissant les ceinturons jusqu'à la douleur. Au deuxième étage, 18h52, la porte s'entr'ouvre sur une mansarde éclairée d'une unique ampoule nue oscillant au plafond, et là, l'horreur sensorielle explose. Odeur entêtante de soudure électrique et de caoutchouc brûlé. Un poste émetteur soviétique RSV-3 bourdonnant sur une table bancale, antenne filée par la fenêtre donnant sur les toits incés ruisselants, et 2 hommes, l'agent de la cabine et un radio-opérateur barbu, yeux caves de privation, doigts noircis par les manipulations fiévreuses des touches morses. Le choc est viscéral. Becker sent le monde ralentir, chaque seconde s'étirant en éternité, tandis que l'agent pivote, main plongeant dans sa veste pour un Tokarev TT-33 qui jaillit dans un éclat nickelé. Et le premier coup part, détonation assourdissante, claquant comme un fouet dans l'espace confiné. Balle sifflant à un cheveu de l'oreille de Becker, odeur de cordite explosant dans les narines, brûlante, âcre, mélange de soufre et de métal fondu. Müller réagit en un éclair primal, son MP40 crachant une rafale de 9 mm parabellum, les douilles éjectées dansant au sol en cascade cuivrée fumante, trou béant s'ouvrant dans la poitrine de l'agent qui s'effondre en arrière, gargouillant du sang mousseux entre ses lèvres gercées, corps heurtant la table avec un choc sourd qui renverse l'émetteur dans un fracas d'étincelles bleues et de verres brisés. L'opérateur radio hurle,
Un cri guttural slave avalé par l'écho des murs nus, et bondit vers la fenêtre. Mais Becker, muscles bandés comme des câbles d'acier, plonge en avant, bottes s'écrasant sur le plancher vermoulu qui ploie sous son poids, doigts se refermant sur la cheville glissante de l'homme, peau froide et moite sous le pantalon élimé. La lutte est un chaos de chairs et de métal. Poings cognant sur des pommettes saillantes, genoux enfoncés dans des ventres vides de faim, l'opérateur crachant des insultes en russe. Fasciste? Pour Staline! Tandis que son Tokarev tombe au sol, glisse sous le lit de camp où des papiers codés s'éparpillent comme des feuilles mortes, emplis de schémas de batteries anti-aériennes du mur de l'Atlantique et de positions de U-boot dans l'Atlantique. Dehors, les frères Lange entendent le tumulte, montent 4 à 4, leurs bottes martelant l'escalier comme des coups de marteau-piqueur, et Voss, resté en bas, vomit tripes et boyaux dans la cour puante, bile acide remontant dans sa gorge nouée par la peur pure, viscérale, qui fait trembler ses jambes comme des roseaux dans la tempête. À 18h56, l'opérateur est menotté, poignet ensanglanté par les menottes allemandes trop serrées, visage tuméfié gonflé comme une éponge imbibée de coups, et Becker, haletant, poitrine se soulevant en saccade douloureuse, fouille la pièce. Carnet de code NKVD, cartes annotées de cibles parisiennes, le dépôt de munitions de Pantin, les casernes de la Wehrmacht à Vincennes, chaque découverte un poids supplémentaire sur ses épaules déjà ployées par l'épuisement. L'odeur de sang frais se mêle à celle du plâtre humide pulvérisé par les balles égarées, et Muller allume une cigarette tremblante, flamme du briquet dansant follement, aspirant la nicotine comme un drowning man l'air. Mais le réseau n'est pas mort. Un appel codé a déjà filé vers un safe house à Belleville. Et à 19h14, alors que la petite unité traîne les prisonniers dans la rue sous la pluie qui lave le sang en rigole rose sur le pavé, une embuscade jaillit des ombres. Silhouettes encapuchonnées, 5 ou 6 résistants soviétiques infiltrés, armés de fusils Mosin-Nagant saignés de leurs baïonnettes et de grenades F1 maison, surgissant des porches béants comme des démons invoqués par la nuit tombante. Le premier tir fuse, éclat de feu orangé trouant l'obscurité, balle 7, 62 balais coincent 4R, sifflant près de la tête de Voss, qui hurle « Achtung ! Emboscade !» Et le monde explose en un cauchemar sensoriel. Rafale de MP40 répondant en aboiements frénétiques, douilles pleuvant sur le sol glissant, mêlées à la pluie qui teinte comme des clochettes mortelles. Une grenade roule au pied des langes, mèche crachotante, et l'aîné plonge, l'attrapant d'une main fiévreuse avant de la relancer dans la nuit où elle éclate en un soleil infernal, shrapnel de ferraille lacérant l'air, déchirant la chair d'un assaillant dont les hurlements se noient dans le grondement. Becker, adossé à un mur suintant, tire méthodiquement, son MP40 chauffant dans ses mains moites, chaque pression sur la détente, un spasme musculaire qui irradie dans ses bras engourdis, odeur de poudre brûlée saturant ses sinus, vision tunnelisée par l'adrénaline qui pompe le sang dans ses tempes comme un marteau-pilon. Muller est touché, balle lui traversant l'épaule dans un jet écarlate chaud, aspergeant le visage de Becker. « Scheisse! Je suis touché !» Et il riposte d'une main, l'autre pressée sur la plaie, d'où suinte un sang poisseux, imprégnant son uniforme. Voss, paniqué, vide son chargeur à l'aveugle, balle ricochant sur les pavés en étincelles vives, et un résistant s'effondre à 3 mètres, poitrine ouverte comme un fruit pourri, boyaux fumants se déversant sur l'asphalte froid. Les frères Lange, dos à dos, arrosent la ruelle d'une cadence infernale, leur car 98K claquant en rythme mortel. Baïonnette fixée luisant sous les réverbères sporadiques, et un assaillant charge, couteau entre les dents, mais le cadet Lange l'empale d'un coup ascendant, l'âme s'enfonçant dans le ventre, avec un bruit de tissu déchiré, sang giclant chaud sur son poignet. La fusillade s'étire en une éternité de feu et de souffrance,
secondes gonflées en minutes, où chaque souffle est un râle, chaque mouvement un pari sur la vie. La pluie noie les cris, dilue le sang en flaques miroitantes, et l'odeur, cordite, excréments relâchés par la peur, chair brûlée par les éclats, forme un brouillard toxique qui colle à la peau comme une seconde épidermis. À 19h28, le dernier résistant s'écroule, nuque brisée par une balle de Becker tirée à bout portant, canon du MP40 embrassant son oreille dans un flash aveuglant, cervelle éclaboussant le mur en traînée grise. Silence alors, un silence assourdissant, seulement rompu par la pluie monocorde et les gémissements de Muller roulé en boule, épaules gonflées, visage blême luisant de sueur froide. Les corps gisent tordus, membres crispés en postures impossibles, yeux vitreux fixant le néant, et Becker s'effondre contre un porche, jambes se dérobant sous lui comme du coton trempé, le poids de l'adrénaline retombant en une vague d'épuisement qui broie ses os. Voss vomit à nouveau, arc-bouté contre une poubelle débordante, et les langes, essuyant leurs baïonnettes sur les manteaux des morts, murmurent des prières en alsacien, voix cassée par le choc. Les prisonniers, ligotés dans la cour, fixent la scène de leurs yeux haineux, un filet de sang coulant de la bouche de l'opérateur, et Becker, fumant une cigarette récupérée sur Muller, aspire profondément, nicotine calmant le tremblement de ses mains maculées de sang séché qui craquellent comme de la terre aride. Le réseau est brisé. 12 agents identifiés dans les carnets, transmission radio interrompue, qui auraient pu guider des bombardiers soviétiques alliés sur les dépôts parisiens, mais la victoire est cendre. Muller agonise, souffle sifflant entre ses dents serrées. « Dis à Mafro, à Hambourg !» Et Becker hoche la tête, gorge nouée par un sanglot réprimé, sentant le froid hivernal reprendre possession de son corps brisé, chaque muscle hurlant sa protestation dans le silence post-bataille. La patrouille de renfort arrive à 19h45, phares des Kübelwagen trouant la nuit comme des lances, moteurs pétaradant sur le pavé inégal, et on embarque les blessés, les morts enveloppés dans des bâches huilées qui puent le caoutchouc moisi. Becker monte à l'arrière, dos calé contre la toile déchirée, sentant chaque chaos résonner dans ses vertèbres endolories, et fixe les lumières floues de Paris qui défilent, ville endormie sous l'occupation, ignorant que cette cabine téléphonique, simple boîte de verre battue par les vents, a déclenché la chute d'un tentacule soviétique tendu vers le cœur du Reich. L'épuisement l'envahit comme une marée noire, paupières lourdes de plomb, mais le sommeil refuse de venir, hanté par les visages des morts. L'agent au Tokarev, l'opérateur barbu, les résistants aux yeux fous, et par la question lancinante « Combien d'autres cabines, combien d'autres appels répétés attendent dans l'ombre ?» Muller expire à mi-chemin, dernier râle étouffé par la pluie qui martèle le véhicule, et Becker ferme les yeux, sentant le poids insurmontable de la survie, ce fardeau plus lourd que n'importe quel chargeur ou prisonnier traîné dans la boue. Dans les heures qui suivent, au poste de la rue des Saussets, interrogatoire sous les lampes aveuglantes, odeur de sueur et de peur imprégnant les cellules humides, Becker dicte son rapport d'une voix monocorde, doigts encore tremblants sur le clavier de la machine à écrire Underwood, chaque touche un claquement accusateur. Le réseau s'effiloche. Arrestation à l'aube dans Belleville et Ménilmontant, fusillade sporadique dans les caves où les radios crépitent une dernière fois avant le silence définitif. Mais pour Becker, l'après est un vide hurlant. Il boit du schnapps volé jusqu'à l'engourdissement, sentant le feu de l'alcool ronger son estomac vide, et rêve de la cabine, son combiné pendant comme un pendu, appelant inlassablement dans le vide. Le froid persiste, s'infiltre dans les os comme un poison lent. Et la peur, cette peur primale qui fait douter de chaque ombre, de chaque appel anonyme, ne s'efface pas. Elle grandit, alourdissant chaque pas dans les rues de Paris, ville de trahison
où une simple cabine téléphonique a failli renverser l'ordre, exposant la fragilité impitoyable du front invisible. Des jours passent, semaines, et Baker patrouille encore, MP40 alourdi par des souvenirs indélébiles, notant chaque cabine suspecte, chaque voix au central éveillant ses soupçons aiguisés comme une lame. La pluie cesse enfin un matin de mars, soleil pâle filtrant à travers les fumées industrielles. Mais le froid intérieur demeure, un hiver éternel gravé dans la chair par ces appels répétés qui ont tout changé. Tu sens encore l'odeur de cordite dans tes narines, le poids du métal froid sur tes paumes calleuses, et dans le silence des nuits sans fin, les échos des tirs résonnent. Rappelle que sous les pavés de Paris, les réseaux rampent toujours, attendant le prochain appel fatal depuis une cabine oubliée. Baker s'arrête net sous l'auvent d'un café aux vitres étoilées, le MP40 en bandoulière comme un crucifix maudit. Mars 1943, Paris se réveille sous un ciel laiteux, mais lui n'a pas dormi. Les ombres de la nuit précédente dansent encore devant ses yeux injectés de sang. Une silhouette fuyant dans l'allée des Gobelins, un combiné claquant contre son socle comme un coup de feu étouffé. Il allume une gauloise d'une main qui ne tremble plus tout à fait. Inhale profondément, laissant la nicotine noyer le goût âcre du schnapps rance sur sa langue. Les passants pressés l'évitent, leur regard fuyant trahissant la peur instinctive face à l'uniforme Feldgrau taché de boue séchée. Le central téléphonique, boulevard Haussmann, bourdonne d'activité ce matin-là. Opératrice aux voix aiguës, filtrant les lignes, notes griffonnées sur des carnets usés. Baker y entre sans frapper, son ombre s'étirant comme une menace sur les tableaux de commutation. « Les écoutes, lieutenant !» demande Muller, l'officier des transmissions, visage poupin luisant de sueur malgré le froid. Baker hoche la tête, s'installe devant l'un des magnétophones grondants, casque sur les oreilles. Des heures défilent, murmures amoureux, plaintes de rationnement, puis un clic sec, une respiration haletante, et cette voix, rauque, anonyme. Le colis arrive par la Seine. Minuit, pont des Arts. Pas d'erreur cette fois. Le cœur de Baker cogne comme un marteau-piqueur. Il rejoue la bande, identifie l'origine. Cabine publique, place de la Contrescarpe, à 2 pas de son ancien piège. Coïncidence? Ou un appât tendu par les rats du réseau? Il arrache le casque, attrape son arme. Dehors, la foule s'écarte. Il grimpe dans une Kübelwagen garée en double file. Le moteur tout saute avant de rugir vers le sud. La Seine miroite sous le soleil timide, berge grouillante de lavandières et de mendiants. Mais Baker ne voit que les pièges. Chaque péniche, un blocos flottant. Chaque ombre sous les arches, un sniper embusqué. Minuit approche, pont des Arts suspendu comme un fil tendu au-dessus du vide. Baker est en position, planqué derrière une pile de sacs de sable, MP40 prêt à cracher sa litanie de 9 mm. La pluie fine recommence, transformant les pavés en miroirs noirs. Une silhouette émerge de la brume. Manteau râpé, chapeau mou, démarche traînante. Elle s'approche du milieu du pont, dépose un colis, valise de cuir usée, lourde comme un cercueil d'enfant, et repart sans un regard en arrière. Baker attend, compte jusqu'à 100, puis bondit, arme au poing. « Halte! Polisaille !» La fusillade éclate dans la nuit. Rafale courte, écho rebondissant sur l'eau huileuse. L'homme s'effondre, poitrine trouée, mais pas avant d'avoir pressé un détonateur invisible. Une explosion déchire la valise. Pas de bombe, non, mais des documents. Plan de sabotage, non codé, fréquence radio pour un réseau plus vaste que le précédent. Tentacules s'enfonçant jusqu'à Londres. Baker fouille le corps, trouve un papier froissé. Prochain appel. Cabine Cluny, 06 Verzo. Baker, tu es l'appelé. Le sang se glace dans ses veines. Pas l'appelant? L'appelé. La cabine n'était pas le piège. Il l'était. La pluie martèle son visage,
mélange de sueur et de larmes froides, tandis que les sirènes hurlent au loin. Paris respire, indifférente, ses rues veinées de trahisons plus profondes que la Seine, et dans l'aube naissante, Becker sait. L'hiver n'est pas dans ses eaux, mais dans son âme, un froid qui appelle, inlassablement, depuis l'ombre d'une cabine qui porte son nom. Werner Drucker, acte 3. L'appel du vide. Les heures s'étirent comme des chewing-gums mâchés par la nuit. Becker, ombre parmi les ombres, s'est tapi dans l'allée étroite menant à la cabine Cluny, place de la Sorbonne. L'aube grise suinte sur les façades lézardées, où les affiches « Vive le maréchal » se décollent comme des mensonges fanés. Son MP40 pèse contre sa hanche, mais c'est son cœur qui cogne le plus fort, un métronome déréglé comptant les minutes jusqu'à 06h. Les balayeurs municipaux passent, leurs balais raclant les pavés comme des ongles sur un cercueil. Un chat errant le fixe, yeux jaunes de traître. 06h pile. Le téléphone sonne, strident dans le silence ouaté. Becker bondit, arrache le combiné. Une voix rauque, trafiquée par un chiffon sur le micro. « Becker, tu as les papiers ?» Il fouille sa poche intérieure, déplie le butin du Pont des Arts. « Oui ? Réseau démantelé. Nom, fréquence, tout. Rendez-vous pour l'échange ?» Silence, puis un ricanement qui gratte comme du gravier. « Idiot ! Ces papiers sont un leurre. Le vrai réseau est ailleurs. Et toi, Becker, tu n'es pas chasseur, tu es proie. » Le déclic. Ligne coupée. Becker fracasse le combiné contre le mur de verre, éclats volant comme des promesses brisées. Dehors, des phares perçant la brume. 2 tractions. Avant, phares éteints. Freine sec devant la cabine. Portière claque. 4 silhouettes en imperméable sombre, chapeau rabattu, Thompson au poing. Pas des résistants, non. Des collègues. Gestapo. Son propre camp. « Becker, sortir les mains en l'air !» Hurle le chef, un colosse nommé Krauss, cicatrice barrant la joue comme une carte de la rure. Becker recule, dos au mur, arme brandie. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis de la maison !» Krauss ricane, allumant une cigarette sous la pluie naissante. « Maison ? T'es pourri, Becker. Depuis des mois, tu fuis les appels, tu protèges les rats. On t'a tendu le Pont des Arts pour te tester. T'as mordu. Ordre de Berlin. Liquidation. La fusillade déchire l'aube, balles ricochant sur la cabine, verre explosant en pluie acide. Becker plonge par la porte arrière, sprinte vers la Seine, jambes lourdes de boue et de trahison. Il tire à l'aveugle, abat un poursuivant, cri étouffé, corps s'affaissant comme un sac de plâtre. Les autres le talonnent, leurs pas claquant sur les quais déserts. Il grimpe une échelle rouillée vers les berges basses, glisse dans la vase puante, se fond dans les roseaux. Essoufflé, adossé à un pilier suintant, il fouille le cadavre du pont dans sa mémoire. Un détail oublié. Dans la poche du mort, pas seulement le papier, un badge, SS avec son nom gravé, pas le sien. Un sosie, un frère. La voix au téléphone résonne. Tu n'es pas chasseur. Pire, il n'est même pas Becker. Un remplaçant, un pion dans un échiquier truqué. Le vrai Becker est mort depuis des semaines, et lui, l'usurpateur infiltré par la résistance, vient de signer son arrêt. Sirènes au loin, chiens aboyants. Paris s'éveille, indifférente, ses clochers perçant le ciel laiteux comme des baïonnettes. Il jette l'arme dans l'eau noire, court vers l'ombre des halles. Un nouveau nom, une nouvelle cabine. L'appel continue, inlassable, depuis les abysses d'une ville qui dévore ses fils. Et dans le froid mordant du matin, l'âme d'un fantôme sait. La traque ne fait que commencer.